Nous avons le plaisir de démarrer cette nouvelle série d'émissions Focus Pays. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette première Jérémy Tayeb. Jérémy Tayeb est spécialiste du financement des grands projets en Afrique. Il est dans le business development, notamment dans les mines, la défense et dans le private equity. Il dirige un cabinet de conseil en stratégie. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Olivier. Est-ce que cette présentation te va ou tu voudrais Oui, rajouter un complément? non, non, très bien, très bien. Aucun problème, c'est parfait. Alors, si j'ai tenu à te recevoir, c'est parce que tu es un des spécialistes, euh, je dirais de l'Afrique en général, mais du Niger en particulier, parce que tes interventions sont tout à fait pertinentes et sont suivies par beaucoup de gens. Et dans le brouhaha général aujourd'hui, il vaut mieux quand même donner la parole aux gens qui savent qu'à ceux qui font beaucoup de bruit. Je te remercie. Spécialiste de l'Afrique, je sais pas, parce qu'il y a pas mal de pays que je connais pas en Afrique, j'ai même pas visité dans ma vie, donc spécialiste d'Afrique, non. Mais oui, il y a quelques pays que je connais bien en Afrique dans lesquels je vais régulièrement. Et c'est vrai que j'aime bien partager des analyses sur ce qui se passe, un petit peu le dessous des cartes parfois sur certains projets en Afrique, de l'Ouest principalement. Et merci beaucoup. Alors pour commencer, sans plus tarder, euh, est-ce que tu peux nous donner une vue d'ensemble sur le pays que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir le Niger? Une vue d'ensemble sur sa géographie, sa situation politique, sa situation démographique. Alors, le Niger, c'est un grand pays, il fait presque 1 300 000 mètres carrés, kilomètres carrés, pardon. Donc, c'est le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria, qui fait peut-être 30% de moins en termes de surface, avec 26, peut-être même maintenant 27 millions d'habitants aujourd'hui, et avec un territoire principalement désertique et aride, mais qui a beaucoup de ressources, notamment de l'uranium, assez connu pour être exploité en France, enfin, à destination en tout cas de la France, exploité au Niger, et ensuite aussi une très grande mine de fer non exploitée aujourd'hui, la mine de fer de Saïkolo, pour lequel je m'occupe d'un projet Africa Rail qui vise à relier justement le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Togo pour exploiter la mine de fer de Saï au Niger et la mine de manganèse de Tambao au nord du Burkina Faso. Mhm. Ensuite, c'est un pays qui a connu des épisodes politiques assez rythmés, alternant parfois les coups d'État et la démocratie. Ça fait partie de l'histoire du Niger. Déjà à l'époque de Diori, on se rappelle que Kounché l'avait renversé alors qu'il avait été nommé chef d'état-major par Diori. Ensuite, il y a eu Amani euh, Diori, Ma- hein? Amani Diori exactement. Mhm. Ensuite, Mahaman Ousmane avait été renversé par son proche colonel qui avait été son aide de camp, le capitaine, colonel Manassana Barré. Ensuite, Barré a été tué par sa garde présidentielle, etc. Et puis, depuis euh, 12 ans, il y avait eu un régime, disons, démocratique, en tout cas dans la répartition du pouvoir. Après, Mhm. c'est pas un jugement sur est-ce que c'était mieux ou pas mieux, mais en tout cas, il y avait eu le président Issoufou pendant 10 ans, et puis le président Mohamed Bazoum depuis 2 ans, et qui a été renversé par un coup d'État en juillet 2023. Voilà. Et au niveau démographique, il y a combien d'habitants au Niger à peu près? Parce que pour un pays aussi grand, 26-27 millions à peu près, mhm. principalement une population jeune, et au niveau du travail, allez, je dirais 70% ou 80% dans le travail informel. D'accord. Voilà. Avec un pays très vaste, il faut savoir qu'au niveau géographique, ça peu Ouais. de gens le savent. Bon, initialement, la capitale du Niger était Zinder. Absolument, oui. Jusqu'en 1926, c'était Zinder. En Oui. 1927, on passe à Niamey. Oui. Officiellement, pour des raisons stratégiques ou en tout cas des raisons de positionnement, en fait, c'était parce que la femme du gouverneur de France à l'époque trouvait que le climat de Zinder n'était pas terrible. Elle préférait C'est aller trop à sec. Niamey parce qu'à Niamey, il y avait justement le fleuve Niger et c'était plus Mhm. agréable. Voilà. Moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait deux capitales économiques parce que la surface est telle que c'est pas possible d'avoir une seule capitale dans le pays. Ce qui peut expliquer un certain nombre de choses. Et Mm. au niveau des ressources, tout à l'heure, tu as cité le fer notamment, Ouais. mais Vers il y a le l'uranium. pétrole, il y a aussi de l'or. Après, est-ce que Ouais. on peut... Alors, tu as tout à fait raison. Alors, sur le côté pétrole, oui, il y a du pétrole au Niger. Néanmoins,
le problème le sujet du pétrole, je le prends toujours avec des pincettes, parce qu'on se rappelle au Tchad, à l'époque, on avait dit que le pétrole allait enrichir le Tchad. Finalement, le miracle de du pétrole, c'est parfois plutôt vu par les gens comme une malédiction plutôt comme une bénédiction. Oui, Donc, oui, il est vrai que normalement, on a dit qu'il allait avoir 200 000 barils jour et que ce pipeline entre le Bénin et le Niger, qui fait 2000 km, 2000 kilomètres de long, oui, 1300 côté Niger et 700 kilomètres côté Bénin, oui, allait pouvoir permettre de développer le pays. Néanmoins, le problème, c'est la sécurisation du pipeline qui n'a pas été oui. prévue au début. Mhm. Et donc aujourd'hui, c'est assez compliqué. On a vu des actes de sabotage sur le pipeline de façon régulière depuis quelques mois, depuis le coup d'État. Et donc, je ne pense pas qu'il sera opérationnel avant un bon moment. D'accord. Alors là, on est rentré complètement dans le vif du sujet, là. Mais avant ça, quels sont les grands défis? Parce qu'on sait quand même que le Sahel aujourd'hui est frappé par une montée de l'insécurité, notamment la présence de groupes armés un peu partout. Euh, comment le Niger se gère dans ce maelstrom-là? Bon, tout d'abord, il faut savoir que la population nigérienne a toujours été une population très résiliente, comme les Mhm. autres populations sahéliennes, mais elle a fait face à de l'insécurité depuis très longtemps, majoritairement après la destitution de Kadhafi en Libye, où les Oui. arsenaux libyens ont été pillés et ont permis le déploiement d'armes dans toute la sous-région et l'insécurité d'aujourd'hui, qui touche pas que le Niger, mais aussi le Burkina, le Mali, le Tchad. Oui. Au Tchad? Ensuite, c'est une population qui, pour moi, attend deux choses. Du développement économique d'un côté, pouvoir Mhm. manger à sa faim. Quand on ne peut pas manger à sa faim 3 fois par jour, c'est compliqué. Et quand c'est même pas 2 fois et même pas une fois, c'est encore plus. Donc, du développement économique. Et de l'autre chose, c'est de la sécurité. C'est les Mhm. deux choses que les populations. Les autres sujets, pour moi, sont ensuite connexes. Mais voilà, les deux principaux C'est les deux. attentes pour moi du population nigérienne. Et elles l'attendent quel que soit le modus operandi. Que ce soit par de la démocratie, que ce soit par une junte militaire ou X ou Y, quel que soit le régime, elles attendent ces deux choses-là. D'accord. La question de l'accès à l'eau a été pendant longtemps un vrai sujet au Niger. Mm. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Parce que sans eau, quand vous allez dans des régions de Maradi, d'Agadez, de l'autre côté de Tillabéri ou même de Difa, l'accès à l'eau est une vraie préoccupation. Alors, c'est une vraie préoccupation pour les populations locales, Oui. mais étant donné que le centre de décision a toujours été à Niamey, ces questions-là ont toujours été plutôt secondaires. Ah oui. Elles ont jamais été traitées d'une manière comme un axe stratégique, en disant aujourd'hui, l'accès à l'eau pose un problème et pour notre développement économique, ça doit être le sujet principal. Parce que l'eau, ce n'est pas qu'un sujet de pouvoir boire, donc de pouvoir avoir accès à nos nourritures. C'est aussi un sujet sanitaire essentiel. Les maladies se transmettent par l'eau. Et donc, quand vous avez un problème avec l'eau, ça engendre un nombre de problèmes incalculables par effet de domino. Absolument. Et notamment, on sait qu'il y a une très forte population qui est nomade et Mm. qui vit du nomadisme, de l'élevage de chameaux, de bœufs et de moutons. Et s'ils ils n'ont pas un accès facile à l'eau pour alimenter le bétail, ça crée des conflits, ça crée donc, c'est vraiment... Moi, je pense que et je te rejoins tout à fait, c'est un vrai sujet de stabilité dans la région. Ah oui, le sujet de l'accès à l'eau devrait être le sujet principal. Mhm. Parce qu'il y a un autre sujet sur lequel on parle peu, c'est le sujet de la santé. Oui, Euh, Moi, j'ai vu beaucoup de problèmes de santé dans des pays africains et les pays sahéliens. Majoritairement, ceux qui ont un petit peu, enfin, ceux qui ont suffisamment de moyens financiers, la première chose qu'ils font, c'est de venir se faire soigner en France, en Suisse ou d'accord. ailleurs. Et Mhm. donc, en fait, finalement, ils ne développent pas au niveau local des centres de soins et moi, je travaille aussi sur des projets liés à la santé en Afrique, parce que je pense que c'est un sujet primordial. Quand on voit l'état sanitaire de certains hôpitaux, moi, quand je voyage, je prie pour ne pas être Voilà. malade, parce que je me dis, c'est moi et ma chance, Mhm, 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 et Dieu, mais sinon, c'est tout. mhm. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Là, je partage tout à fait cet avis, notamment la structuration des centres de santé.
pour pouvoir franchir, je dirais, des niveaux de compétences nécessaires en partant des dispensaires des villages jusqu'à l'hôpital central de Niamey, par exemple, qui aurait peut-être être mieux équipé. Effectivement, la santé aussi est un enjeu majeur, d'autant que la population est extrêmement jeune. Elle est extrêmement jeune et moi, je Mm. travaille sur un projet lié au pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pèlerins qui veulent aller à la Mecque et pour des raisons sanitaires, parfois ne le peuvent pas. Ah oui, ah Et oui. voilà. Parce que vous n'avez pas de centre de santé, de vaccination qui peuvent être là de façon éphémère dans certains endroits. Et Mhm. donc, c'est très compliqué. On a vu, et j'ai été assez choqué, l'ancien Premier ministre du Niger, Amamadou, qui est décédé du paludisme Le paludisme, en 2024, oui. décédé du paludisme. Il faut le faire. Ça me semble fou. Ça devrait plus être possible. Hmm. Très bien. Alors, on va aborder quand même un des vrais enjeux du Niger aujourd'hui, c'est sa relation avec ses voisins. Entre la création de l'AES, la sortie de la CEDEAO et sa relation très tendue avec le Bénin, comment, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, moi, vous me connaissez, Olivier, je suis sans langue de bois. C'est Donc, pour ça que, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ouais. cette première émission ensemble avec toi, Jérémy. Alors, j'ai pas de biais idéologique, donc Oui, je vais oui, essayer d'avoir une lecture assez objective des faits. absolument. Euh, Premièrement, quand il y a eu l'intervention, moi je l'avais dit dès le début, quand il y a eu l'intervention de la menace d'intervention de la CEDEAO, Mhm, c'était exactement la même chose que quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine qui a fédéré des pays de l'OTAN qui étaient un peu en dilettants et qui se sont fédérés parce qu'il y a eu cette guerre. C'est la même chose. À partir du moment où vous avez une menace, moi j'avais dit que immédiatement vous auriez une solidarité panafricaine Niger, Mali, Burkina. C'était la absolument. logique. Bien sûr. Parce que les frontières, il ne faut pas oublier que les frontières ont été faites à la règle et Mhm, que parfois, contrairement à l'Europe où les frontières définissent réellement des populations qui sont vraiment segmentées, ce n'est pas le cas dans les majorités des pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. mhm. Et donc, par exemple, les Haoussa du nord du Nigeria sont les mêmes Haoussa que du sud Niger. Et du Donc, nord du Bénin. et du nord du Bénin. Donc ça va pas, donc ces gens ne vont pas se tuer entre eux. En fait, d'ailleurs, il y a quelque chose dont les gens ne parlent pas parce qu'ils ont toujours ce sentiment de fierté nationale, mais le sentiment national, comme vous avez par exemple l'armée américaine est une armée totalement nationale. On est Mhm, fier d'être américain. Dans les armées africaines, vous n'avez pas cette chose-là qui existe réellement. Vous avez un sentiment d'appartenance qui va être une appartenance à un pays, oui, mais quand vous avez un conflit, croyez-moi, beaucoup regardent l'ethnie et ils vont pas aller tuer des gens qui sont leurs cousins ou leurs frères ou qui sont mariés à leur belle-sœur. Vous voyez, mhm, mhm. donc cette chose-là, elle était à prendre en compte. Donc évidemment, ça a créé par effet de logique un sentiment panafricain qui n'existait plus depuis un moment, parce que le panafricanisme, on en entend parler, mais Je ne mets bon, pas. moi, j'ai jamais cru au panafricanisme global. Maintenant, Mhm, un panafricanisme régional peut exister. bien sûr. Euh, euh, c'est pareil avec les Burkinabés et les Ivoiriens. Vous en avez il y en a qui sont extrêmement proches Mhm. identitairement. Bon, donc, cette réponse, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Alors oui, sur le papier, vous avez une fédération entre le Mali, le Niger, le Burkina, et ça plaît aux populations, et ce biais idéologique est répandu. Je pense que la majeure partie des Sahéliens sont contents de ce changement, hein, et Absolument. je pense, hein, je ne peux pas parler pour des millions de personnes, mais de ce que je constate, les gens sont plutôt contents. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que ça engendre comme problème économique? Vous avez des salariés, des fonctionnaires internationaux qui étaient envoyés par le Mali, le Niger, Oui. le Burkina, à la CEDEAO. Ces gens-là avaient Mhm, des bons salaires, faut pas oublier. Euh, il va falloir les recaser. Maintenant, vous avez des entreprises. Quand il y a eu l'AES, il y a eu des sessions en se disant on ne va plus travailler avec la France pour X raisons. Je ne suis pas en train d'analyser le fait qui a raison, qui a tort, mais la conséquence. La conséquence, c'est quoi? Si demain vous dites on ne travaille plus, par exemple, on chasse Orano du Niger. Conséquence, vous avez un procès en arbitrage. Ça bloque tous les investissements au Niger. C'est ce qui est en train de se passer jusqu'à nouvel ordre, oui. jusqu'à nouvel ordre. Mhm, Vous avez tous les gens qui travaillaient pour Orano, des centaines par plus tous les sous-traitants qui étaient sur place, qui travaillaient. Et bien, tous ces gens-là, ça donne pas d'argent. mhm, Ensuite, par exemple, quand on parle des bases militaires, les gens ont souvent le biais idéologique, c'est bien, c'est pas bien, on est pour, on est contre. Mais sans rentrer dans cette considération-là, des bases militaires, ça fait vivre un nombre inconsidérable de personnes sur place qui vont fournir
du nettoyage, qui vont fournir de la fourniture de produits de première nécessité, qui vont fournir aussi de la nourriture, etc., etc. Ça fait vivre beaucoup, beaucoup de gens. Quand tout c'est terminé, il faut le remplacer. Alors, si vous arrivez à le remplacer, c'est très bien, mais si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au Niger, la bonne stratégie qui avait été adoptée par le chef de l'État, le général Tchiani, c'était de nommer Lamine Zen, le Premier ministre. Premier ministre qui connaît parfaitement comment fonctionnent les organisations internationales, qui n'a aucune casserole au Niger. C'était un homme qui était déjà connu pour sa piété à l'époque du président Tandja, Mhm. euh, qui n'a ja- qui n'a jamais volé, etc. Bon, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas un opposant politique demain qui dira j'ai un dossier sur Lamine Zen. Bon, donc c'était le bon choix. Maintenant, la rupture pour moi avec les pays européens et américains, etc., est une erreur. On peut Mhm. redéfinir des partenariats, on peut dire on n'est pas satisfait de ça et on revient dessus, mais s'affranchir en disant on va rentrer dans des procès en arbitrage, on chasse et on va satisfaire la population, ou une partie en tout cas de la population de façon immédiate, c'est vrai. Mais finalement, qu'est-ce qui rentre dans les caisses de l'État? Quand vous avez, par exemple, vous allez à Niamey, vous avez l'hôtel Noum, vous avez le Radisson, tous ces hôtels-là, vous avez le Bravia, ces hôtels-là aujourd'hui sont vides. Vous Sont vides. avez tous les demandes de visa, parce que les Français payaient des visas pour aller là-bas. Ça faisait vivre des ambassades. Mhm. Tous ces visas, ça fonctionne plus. Mhm. L'aéroport ne fonctionne plus. Donc, les rentes financières, au début, le Niger a pensé qu'elle allait pouvoir l'avoir via le pétrole. Mais on se rend compte aujourd'hui que le pipeline n'est pas réparé. Et à mon avis, je vous dis, le pétrole ne coulera pas avant des années. Donc, il faut trouver des sources immédiates. Et donc, redéfinir des partenariats, vouloir des partenariats multilatéraux, se dire, moi, je veux être avec d'un côté les BRICS, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Ça serait une bonne stratégie. Mais dire frontalement, je veux plus ça, je veux plus ça entraîne forcément des conséquences. Les gens n'ont pas la conscience de ça, mais quand on dit les clauses contractuelles, quand vous investissez dans un pays, il y a prévoit au cas où vous êtes chassé du pays. Eh Donc oui. ça finit toujours en arbitrage. Et quand Mhm. vous êtes en arbitrage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les fonctionnaires nigériens du contentieux de l'État aillent à l'étranger pour régler le contentieux. Ça Mhm. coûte de l'argent, des billets d'avion, Ouais. des hôtels, des déplacements, des avocats. Donc c'est pas quelque chose qui va Mhm. permettre le développement. Mhm. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais, s'il y avait un levier à actionner, c'est de revenir dans du multilatéralisme, essayer d'ouvrir des partenariats intelligemment avec les acteurs essentiels du Niger et surtout continuer à renforcer les relations partenariales avec les voisins, le Bénin, le Niger et d'autres. De toute façon, l'interdépendance, le Bénin n'est pas l'ennemi du Niger, le Niger n'est pas l'ennemi du Bénin. Mhm. Il faut sortir de ce schéma-là, qui est pour moi un schéma qui est mauvais. Un Mhm. pays enclavé ne peut pas être indépendant d'un pays côtier. Alors oui, il peut y avoir des brouilles passagères sur certains sujets, très bien, mais rentrer dans des conflits en invectivant l'autre, comment le Niger peut penser qu'il va s'affranchir du Nigeria et du Bénin? Mais ce sont des pays frères de base. Ils doivent travailler ensemble. Donc pour moi, ces pays doivent travailler de façon ensemble, redéfinir certains sujets, clarifier certains points s'ils le veulent. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas dire on ne travaille plus ensemble. C'est pas possible. Il y a une porosité des frontières qui est trop importante. Ensuite, concernant les acteurs étrangers, l'Afrique de manière globale et les pays sahéliens ne peuvent pas s'affranchir de deux acteurs, qui sont pour moi d'un côté la Chine, qui est aujourd'hui l'investisseur majeur dans les pays et qui est pour moi celui sur qui ces pays doivent compter. Ça, c'est le Mhm. premier point. L'autre, c'est les États-Unis. Parce Mhm. que se mettre à dos les États-Unis, comme l'a fait par exemple le Niger avec la base 201 à Gadez, en sortant les Américains alors que cette base-là permettait de contrôler et d'écouter tout ce qui se passait au Sahel jusqu'en Libye, c'est une erreur parce que les Américains n'oublient pas, et on l'a vu dans l'histoire, on ne peut pas dire demain, oui, oui, on a chassé les Américains. Non, non, les Américains, ils trouveront, quoi qu'il arrive, un moyen de défendre leurs intérêts. Donc, il vaut mieux être plus subtil. Vous savez, il y a 50% des contrats dans le monde qui sont en US dollars. Quand vous faites une seule transaction dans un contrat en US dollars, vous êtes redevable devant le gouvernement américain. Et surtout, dès que vous utilisez $1, Oui, ils ont des droits extraterritorialité, d'extraterritorialité qui bien font sûr, qu'ils contrôlent les bien sûr. transactions. Et quand vous faites une transaction en pétrole, personne va vous... Alors, il y a deux possibilités. Vous êtes payé en francs CFA ou vous êtes payé en dollars. Tout le monde accepte le dollar. Franc CFA, moins possible. Personne L'euro, n'accepte. l'euro, l'euro... euh, Enfin oui, quand je veux dire le franc CFA, c'est parce que le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, payer en franc CFA revient à être payé en euros puisque la France garantit le taux de change. Mais payer en euros, les gens aujourd'hui n'ont plus confiance en l'euro.
Donc il reste que l'US dollar. En yuan, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc il faut prendre conscience de ça en se disant, on a besoin des Américains, on a besoin des Russes pour certaines choses, on a besoin des Chinois pour d'autres, on peut faire des partenariats avec la Turquie pour d'autres, on peut faire des partenariats avec l'autre pays. Il faut voir les choses avec un prisme économique et s'enlever le prisme idéologique ou sentimental. Pour moi, c'est le mauvais biais. C'est l'économie qui doit driver les choses et non pas l'idéologie. Mhm. Jérémy, merci infiniment Avec pour grand plaisir. cet éclairage sans langue de bois. Et comme tout le monde le sait, j'en ai pas non plus. Je sais bien. J'essaie de me retenir parfois. En conclusion, comment on peut se projeter, disons, dans les semaines, les mois qui viennent, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on verrait pour le Niger? Euh, alors, déjà, ce qu'on leur souhaite le meilleur et puis qu'ils puissent se développer et avoir le- 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 que cette nouvelle dynamique permette au moins aux populations de s'en sortir mieux, parce que c'est ce que les gens Mhm, attendent. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, depuis un an et demi, finalement, il se passe pas beaucoup de choses mhm, et, et c'est assez compliqué de voir une issue pour l'instant. On a déjà vu dans l'histoire, ce qui s'est passé au Burkina à mhm, l'époque de Sankara. Il peut parfois se passer quand il y a parfois des bouleversements. Alors les gens étaient très contents à un moment et puis on est redevenu dans une autre dynamique après. C'est possible que une dynamique similaire arrive au Niger. Moi, je n'ai pas de baguette magique, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une frilosité des investisseurs aujourd'hui au Niger. mhm, Les seuls qui peuvent investir encore au Niger aujourd'hui sont les Chinois mhm, mhm. et peut-être les Turcs. Voilà. Et les Turcs, oui, Mais les oui, Turcs ont été échaudés quand même, parce qu'avec ce qui s'est passé à l'aéroport et les hôtels, je suis pas sûr qu'ils en remettent une couche encore. pourquoi? Parce que les Turcs avaient investi dans l'aéroport? Oui, bien sûr, c'est le groupe Suma qui a construit l'aéroport. Et euh, pareil, ce sont les Turcs pour le Radisson. Euh, alors qu'en fait, les Chinois, ce qui intéresse la Chine, ce sont les minerais stratégiques. Les C'est matières logique, ils en ont premières. besoin. Alors Mhm, que finalement, la Turquie, si demain, elle se dit qu'il y a un problème au Niger, bah, elle attend patiemment de voir que la situation se stabilise et elle investit ailleurs. Elle n'a pas besoin. La seule qui a réellement besoin, c'est la Chine. mhm. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Mais avec grand plaisir, Olivier. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain Focus Pays. Je garde un peu sous le haut du secret le prochain pays, mais déjà ce que Avec nous plaisir. savons du Niger aujourd'hui est déjà pas mal. Avec plaisir. Merci, merci À infiniment, bientôt. Jérémy. À bientôt.